La prophétie du chaman de l'époque ancienne s'est réalisée. Des êtres célestes sont arrivés de l'Est. Des hommes blancs comme des spectres. Les sentiers de gibier sont devenus des pistes, des routes commerciales et des chemins. Les Blancs allaient apporter plus de changements à l'épine dorsale du monde en 200 ans que les montagnes lumineuses n'en avaient vu en l'espace de 20 000 ans. C'est un défi de piloter dans les montagnes, mais en regardant au-dessous de moi, j'imagine la traversée des Rocheuses il y a 200 ans, et ça me semble impossible. En arrivant aux montagnes, les explorateurs sont entrés dans un labyrinthe inconnu, à 3 dimensions, de torrents d'eau froide, d'arbres abattus, de roches et de glace. Ils ont découvert que tout profit tiré de cet immense pays isolé coûterait très cher. J'ai continué mon vol le long de la colonne vertébrale du monde, dans une région connue du nom de Y2Y, de Yellowstone au Yukon. Nous allons rencontrer des gens qui consacrent leur vie à une meilleure compréhension de cet endroit. Ensemble, nous allons apprendre comment le monde a découvert les Rocheuses. Dans les contreforts de l'Alberta, au versant de l'est des Rocheuses, une des grandes rivières, la Saskatchewan, émerge des montagnes. À l'époque de la traite de fourrure, ce ruban d'eau était le point d'accès à une terre de richesse. Nous sommes dans le corridor original qui remonte à 200 ou 300 ans. Les premiers explorateurs européens venaient ici avec leurs équipes de chasse autochtones pour livrer le courrier, les provisions de Rocky Mountain House jusqu'à Jasper House. Richard Smith était un des derniers agents de la GRC à patrouiller dans les montagnes en traîneau à chien. Il a retracé les vieilles routes du commerce de fourrure à l'ancienne manière. L'homme utilise des attelages de chiens depuis plus de 6000 ans. Cette utilisation remonte aux peuples autochtones de Sibérie et est passée par les routes de migration jusqu'en Amérique du Nord et ensuite aux Inuits. Les attelages de chiens étaient bien petits auparavant parce que plus on avait de chiens, plus il fallait les soigner, les nourrir, s'en occuper. Les hommes couraient sur les raquettes et ouvraient la piste devant les chiens. Ils couraient à côté des chiens et portaient toutes leurs provisions et leur équipement 200 à 300 livres. Ils ne pouvaient donc pas se laisser porter sur le traîneau. Aujourd'hui, les chiens sont un peu mieux entraînés, surtout au niveau des commandes vocales, ce qui permet d'être sur le traîneau en poussant du pied plutôt que d'être toujours en avant. Les commerçants de fourrure appelaient le toboggan le canot d'hiver. Il est peu probable qu'une autre personne de notre ère ait vu autant d'eau blanche passer sous ses patins que Richard. Il y avait souvent 1 ou 2 guides en avant, ouvrant les pistes pour les attelages de chiens, qui suivaient moins d'1 heure plus tard. Ils ne déjeunaient pas avant de prendre la piste. C'était du pemmican, de la charquie et beaucoup de bannock. Il y avait bien sûr la chasse en cours de route, mais si on ne trouvait pas de gibier, ça finissait par être pas mal mince et on pouvait quasiment crever de faim sur la route. Parce qu'il fallait nourrir les chiens avant de se nourrir soi-même. Les femmes avaient un rôle crucial à jouer en aidant à traverser le pays. Les autres hommes étaient les chasseurs et les guides, mais sans les femmes, ils auraient eu beaucoup de difficultés à obtenir les outils, les vêtements et les moyens de transport pour voyager d'un endroit à l'autre. Les Européens qui ne s'adaptaient pas au mode de vie autochtone finissaient par périr.
Il était donc très important d'amener la famille parce qu'on ne pouvait pas simplement laisser les gens et aller faire sa propre affaire pendant 3 mois ou 9 mois. La famille y était, ce qui rendait le voyage plus efficace. Chacun ouvrait la piste à tour de rôle, portait les provisions et l'équipement, cherchait du bois pour le feu, préparait le camp et les repas et réparait l'équipement et les vêtements afin de pouvoir partir tôt le lendemain. Les membres de ces groupes développaient des relations très étroites pendant l'exploration de l'Ouest. Je voudrais être capable de remonter dans le temps pour voir le paysage avant le premier défrichage, regarder vers l'ouest et voir ces grandes montagnes couronnées de neige. La roche, tu sais, la colonne vertébrale de l'Amérique du Nord. La cordillère des Rocheuses a dû vraiment ébahir celui qui la voyait pour la première fois. Il y a 200 ans, les compagnies du commerce de fourrure se livraient concurrence pour trouver une route commerciale vers le Pacifique. Le défi, bien sûr, consistait à trouver une route à travers les montagnes. En 1807, un cartographe au nom de David Thompson, qui travaillait pour la Compagnie du Nord-Ouest, a enfin tracé une route viable pour traverser la ligne continentale de partage des eaux. L'historien Brian Patton et moi suivons la carte historique de Thompson jusqu'au confluent des rivières Saskatchewan-Nord et House. Celui-ci était le col le plus facile. Ils utilisaient d'autres cols, mais cette route était populaire. C'est à cause des rivières, les autoroutes de l'époque, que le Canada a été exploré beaucoup plus rapidement jusqu'aux montagnes rocheuses que les États-Unis. Et c'est à peu près ici, l'autre côté de ce cap, au point le plus loin sur la House, qui est le point le plus loin auquel les canaux se sont rendus dans les montagnes rocheuses, les canaux de la traite de fourrure. C'était le premier grand problème de logistique en traversant le Canada, les rivières, et les portages avaient relativement peu d'importance avant d'arriver à la ligne continentale de partage des eaux. Les hommes, femmes et enfants de l'équipe de Thompson faisaient face à un problème encore plus grave en arrivant aux plus hautes montagnes. Il n'y avait pas de source fiable de gibier et ils étaient en danger de manquer de nourriture. Oui, et il était difficile de faire la chasse ici. On voyait les traces de ces animaux, mais ne trouvait vraiment pas souvent d'animaux. Ils étaient en train de crever à cet endroit. À part un petit ours noir maigre qui a eu le malheur de mettre la tête dans la tente de Thompson sur la House et qui a été tué par la suite. La première chose que Thompson ou Mackenzie ou quiconque devait faire en arrivant dans un nouveau territoire, c'est trouver les gens de la place et quêter ou traiter pour avoir de la nourriture. J'imagine qu'ils ont souvent dû quêter. Bien, ils se plaignaient souvent aussi de ce que leur coûtait un peu de nourriture. Mais lorsqu'on est si éloigné de tout et qu'on ne sait même pas où juste on est exactement, le prix a tendance à monter. Quel est le grand oiseau là-bas? Un aigle de pêcheur? Oui, Je ne sais pas si j'ai déjà vu un aigle de pêcheur ici. J'imagine que oui. Brian pense que c'est ici que David Thompson a établi son camp pendant 2 semaines en juin 1807. C'est la rivière House en bas et le col House au loin. Leur destination dès la fonte des neiges. Cette période d'attente a permis à Thompson de travailler sur sa grande carte qui, même selon les normes d'aujourd'hui, est jugée très exacte. À l'échelle d'aujourd'hui, J'ai apporté mon GPS de l'avion. Je pense que Thompson aurait trouvé le GPS bien utile. ah oui, oui. Il est né 200 ans trop tôt. Alors, nous allons monter 51, 10, 23, 50, 57 pour arriver ici. Et ensuite, on peut monter 116. Alors 16, nous disons donc ici 116, 46, ce qui nous amènerait à peu près là. Et on descend
Alors ça arrive tout À la convergence de ces deux rivières, oui. Je ne sais pas. Je trouverais ça très précis compte tenu des divers facteurs avec lesquels il avait affaire. Et il y a le tonnerre des avalanches. Descendre de la falaise sur Sarbach, ce sont les choses qu'il notait. Il l'aura entendu beaucoup en juin, tu sais, surtout un jour où il fait un peu plus chaud qu'aujourd'hui. Il n'a pas souvent cherché des indications astronomiques au cours de ses voyages. Ici, c'est l'un des seuls endroits où il est resté assez longtemps pour le faire. Il fallait bien regarder aujourd'hui, et peut-être ce soir, si ces nuages restaient. Comment est-ce qu'on peut obtenir des indications? Et il y a du temps comme ça, jour après jour, surtout en juin, quand il était ici. Thompson lui-même se considérait arpenteur plutôt qu'explorateur. Avec ou sans nuages, il a réussi à porter sur la carte plus d'1 million de milles carrés de l'Amérique du Nord. Mais c'est remarquable de penser qu'il y avait seulement cette feuille de papier vierge et qu'il... Combien de temps a-t-il pris pour faire cette carte? La grande carte. Je pense qu'il a travaillé là-dessus 2 ou 3 ans après sa retraite. Je ne me souviens pas exactement du temps qu'il a pris, mais c'était une longue tâche ennuyeuse et ça faisait partie de sa dernière... Oh, tu sais, c'est comme un emploi qui est enfin terminé, mais il reste une chose à compléter pour les employeurs avant de pouvoir prendre ta retraite. Et Thompson était dans une situation comme ça. En 1793, Mackenzie s'était déjà rendu au Pacifique par voie de terre et les commerçants de fourrure canadiens avaient déjà dressé la carte d'une grande partie du Nord-Ouest. Les Américains Lewis et Clark, en utilisant l'information inscrite par les Canadiens dans leurs journaux, ont atteint le Pacifique même avant Thompson. En 1800, on avait donné l'ordre aux dirigeants de la Compagnie du Nord-Ouest de traverser cette chaîne de montagnes et d'établir un poste sur le versant ouest. On a envoyé 2 voyageurs passer l'hiver avec les Autochtones de la tribu des Kootenais. Ils sont retournés au printemps avec un jeune garçon Kootenai qui les accompagnait et qui allait ensuite amener la première partie commerciale jusqu'au fleuve Columbia et à sa tribu. Mais ils ont été surpris par un groupe d'Autochtones de la tribu Stoney et le garçon Kootenai a été tué. Il leur a fallu 6 ans de plus avant de pouvoir traverser les Rocheuses. Mais sinon, pour ce coup de mauvaise chance, si ce jeune garçon Kootenai n'avait pas été tué dans cette escarmouche en émergeant sur le versant est des Rocheuses, si cette partie commerciale avait traversé les Rocheuses pour établir un poste en 1801, il est tout à fait possible que des traiteurs de fourrure canadiens aient accueilli Lewis et Clark à l'embouchure du Columbia 4 ans plus tard. C'est une chose intéressante à laquelle j'ai souvent pensé, tu sais. Comment le monde a-t-il découvert les Rocheuses? Nous avons découvert les Rocheuses. Le monde les a découvertes par le billet de carte, qui aurait été les premières images, par les mots, puis les peintres, et éventuellement, aux années 1870 et 1880, par les photographes. Alors, cette chaîne de montagnes s'est révélée très graduellement au monde. L'an a démarré? Oui, peut-être. Mais une fois le rêve canadien de lier les 2 bouts du pays réalisé, c'était à toute vapeur. La construction d'un chemin de fer transcontinental était essentielle pour traverser les montagnes, unir un pays et attirer la Colombie-Britannique dans la Confédération avant que les Américains ne s'en accaparent. La construction du chemin de fer du Canadien Pacifique à travers les montagnes de l'Ouest demeure un des plus grands exploits d'ingénierie du monde. Ce n'est qu'après que le chemin de fer ait pénétré ces régions sauvages que l'Ouest s'est ouvert au tourisme et à la colonisation. Il ne restait plus beaucoup d'endroits sauvages en Europe ou dans l'est de l'Amérique du Nord, et l'idée de visiter le Far West faisait rêver.
Mon fils Jesse et moi n'avons pas hésité devant la possibilité de faire un voyage dans un train à vapeur restauré du Canadien Pacifique. Je suis content que tu sois venu aujourd'hui. Moi aussi. C'était vraiment le fun. Oui. Nous nous joignons à Bob Sanford, auteur et historien, et ses enfants pour un voyage dans le temps. Celui-là, c'est le major Albert Bowman Rogers. C'était un des premiers arpenteurs. Il est censé être l'arpenteur et le voyageur le plus dur à cuire de toute la région des montagnes. Le col Rogers porte son nom. Son surnom était Old Blue Thunder. Il prenait une chique de tabac et une canette de fève au lard et disparaissait dans les montagnes pendant des jours. Quelle belle barbe. Une barbe comme ça, crois-tu que ça irait, ton père? Pas tellement bien. Bob, quand est-ce que le premier train est passé par ici? Le premier train complet est passé dans cette région en novembre 1885, il y a environ 119 ans. À cette époque-là, il restait si peu d'argent à la compagnie de chemin de fer qu'il fallait emprunter une route très directe en passant par le col Kicking Horse, sur ce qu'on appelait la Grande Colline. C'était la section la plus dangereuse de la voie ferrée, la plus à pic et la plus difficile. Il fallait des locomotives aux deux bouts du train pour pousser et tirer le train, afin qu'il puisse monter les pentes raides de cette région avant la construction des tunnels hélicoïdaux. Cette partie du chemin de fer du Canadien Pacifique était la plus renommée. Ouh, regardez toute cette glace. Bien, c'est fascinant de voir comment ça s'est fait. Il y aurait eu une armée d'avant-garde, non seulement d'arpenteurs, mais de ceux qui travaillaient à défricher et à poser la plateforme et les rails. Et les camps de travailleurs étaient quasiment des villes. Voir avancer cette armée à travers l'Ouest, posant une voie qui était effectivement un chemin. Et la perspective sur l'Ouest, qui était à toute fin pratique inconnue, a changé de façon dramatique et presque immédiate. Les dirigeants du Canadien Pacifique savaient ce qui était ici. Ils savaient que c'était un pays spectaculaire et de richesses diverses. Et ils ont pu séduire le monde avec cette notion de découvrir le passage du Nord-Ouest, en traversant le Canada en train et en s'arrêtant à des endroits éblouissants et quasiment inexplorés en cours de route. La compagnie a annoncé 1100 montagnes dans l'Ouest canadien que personne n'avait escaladé. Les gens sont venus d'Europe et de l'Est des États-Unis et du Canada pour s'essayer à l'alpinisme. Et suite à un accident au lac Louise en 1896, quand un avocat de Boston est tombé du mont Lefroy, le Canadien Pacifique a fait venir le premier des guides alpins suisses dans les Rocheuses. Ils ont pris des clients d'hôtels ordinaires et leur ont fait traverser le continent dans le train pour en faire des alpinistes. Ils ont apporté toutes sortes de choses, notamment une nouvelle attitude vis-à-vis des montagnes, parce qu'ils savaient les escalader de façon sécuritaire. On n'avait pas à mourir sur la montagne si on savait comment faire de l'escalade, surveiller les conditions météorologiques et utiliser des techniques sécuritaires. Ils ont également introduit de nouveaux vêtements, la mode. Regardez les cuissardes. Et ils faisaient de l'escalade en cravate et veste, en portant des fédoras. Ils étaient des gentilshommes grimpeurs. Et les gens qui grimpaient avec eux étaient généralement aussi sophistiqués qu'eux.
La ligne continentale de partage des eaux est un des éléments naturels les plus spectaculaires du Canada. Le continent n'est pas plat. Il existe une épine interrompue dans l'ouest. D'un côté, les eaux se déversent dans le Pacifique, de l'autre, dans l'Atlantique à la baie d'Hudson. Le train transperce cette épine. Regardez ce qu'ils ont choisi comme route pour le chemin de fer. Ça passe à travers des paysages que la plupart des Canadiens et des Américains n'auraient jamais imaginés. Des paysages de puissance esthétique éternelle. C'est au cœur même de la Terre. Et c'était ébahissant. C'était incroyable de pouvoir s'asseoir dans un fauteuil et traverser un paysage aussi exotique, dangereux et époustouflant. Le Canadien Pacifique a lancé une campagne publicitaire qui était assurée de succès. Si vous êtes fatigué de grimper les Alpes, venez escalader un sommet vierge. Ou, si vous préférez, peignez-en un. Le Canadien Pacifique a recruté des artistes à venir poser leurs chevalets le long du chemin de fer pour créer des œuvres pour sa campagne publicitaire. Dans le monde des arts, ils sont devenus connus sous le nom « l'École du chemin de fer ». L'historienne de l'art Lisa Christensen m'emmène au lac O'Hara, un des paysages immortalisés par ces artistes de l'époque. Le chemin de fer a donc vraiment donné accès à l'Ouest et les artistes qui ont illustré le chemin de fer l'ont fait connaître aux autres Canadiens et au monde entier. William Cornelius Van Horne était un grand mécène pour les arts au Canada. Il accordait des commissions aux artistes et les envoyait peindre le long des chemins de fer. Quand ils sont venus peindre les paysages à des endroits comme le lac O'Hara, les toiles servaient de publicité, bien sûr, mais elles faisaient également connaître cette partie du monde. Dépendant de leur nature intrépide, ils se rendaient dans l'arrière-pays. Certains travaillaient à côté du chemin de fer, comme John Ennis et Thomas Moore Martin. D'autres venaient ici à la fin des années 1880. C'était vraiment quelque chose de venir si loin et peindre. Encore aujourd'hui, nous découvrons des choses de cette école du chemin de fer que nous ignorions. C'est un grand domaine de l'histoire canadienne dont nous apprenons encore beaucoup. Le lac O'Hara est devenu un des endroits préférés du groupe des Sept, les artistes les plus renommés que le Canada ait produits. Nous arrivons à un des endroits où J.H. Macdonald aimait peindre, un beau petit point qui s'étend dans le lac. Nous avons une belle vue. C'est sans doute ici que J.H. Macdonald était en 1924 quand il a fait cette petite étude. C'est une excellente petite étude, très énergique et dynamique. Vous voyez le glacier sur Cathedral? Il n'a pas beaucoup changé depuis lors. Excellente réflexion, excellent mouvement dans le lac, un ciel chargé. J'adore la manière dont Macdonald laissait voir le matériel de fond à travers la peinture. Dans beaucoup de cas, dans les dessins du lac O'Hara, on voit le bois qui fait partie de la composition. Il paraît comme la surface d'une roche, comme le ciel ou des nuages, toutes sortes de choses. Les gens qui vivaient ici connaissaient mieux la région et savaient quand il y aurait des événements dans les montagnes. Ils savaient quelle était la saison de couleur pour les mélèzes et savaient ainsi l'heure. Ils savaient quand la débâcle arriverait, tous ces petits détails. Tandis que les peintres, surtout le groupe des Sept, quoique A.Y. Jackson et J.H. Macdonald faisaient exception à la règle, voulaient des grands sommets immenses. Ils cherchaient la seule prise de vue qui englobait tout et s'intéressaient moins aux petits détails de la nature. Je crois que les lieux pittoresques acquièrent rapidement une réputation et le lac O'Hara a la meilleure réputation. Sans aucun doute, encore plus que le lac Louise.
Pour les artistes, le lac O'Hara est l'endroit auquel il faut venir. J'envie à ces artistes leur capacité de capter une présence spirituelle que ces montagnes communiquent à plusieurs, mais qui est si difficile à articuler. Dans les années 1880, la famille Vaux de Philadelphie est arrivée en train pour des vacances et ils ont été captivés par ce qu'ils ont vu. Leur documentation photographique du glacier Illecillewaet dans le col Rogers constitue les premières observations scientifiques des Rocheuses. Entre 1894 et 1939, il y a eu un membre de la famille Vaux dans les Selkirks ou dans les Rocheuses canadiennes chaque été. Henry Vaux, fils, ressuscite la tradition familiale de la photo alpine. En se promenant dans les ruines de Glacier House, un des grands hôtels du CP, il est évident qu'il y a eu beaucoup de changements au cours des 100 dernières années. Ma famille est venue à Glacier House pour la première fois en 1887. C'est mon arrière-grand-père et ses 3 enfants qui sont venus. Ils sont venus ici par hasard sur le Canadien Pacifique et ont passé quelques nuits à Glacier House où ils se sont promenés, ils ont regardé les glaciers et ont pris des photos. 6 ans plus tard, ils sont revenus parce que l'endroit les attirait. Et quand ils sont allés au pied ou au nez du glacier Illecillewaet, ils ont été frappés par la distance dont le glacier avait reculé dans les 6 ans depuis qu'ils y avaient été. Le biologiste Dan McCarthy se joint à Henry dans sa quête du site des observations de son grand-père. Dan fait suite au travail scientifique des Vaux du 19e siècle en établissant les dates de retraite des glaciers par l'étude des lichens. À mesure que la glace fond, les lichens commencent à pousser. La signification de la famille Vaux, du moins à mon point de vue, c'est qu'ils étaient les premiers au Canada à étudier un glacier actif de façon systématique. Ils sont revenus année après année à partir de 1887 et ont pris des photos du même rocher, Rock W, sur leur carte détaillée. Ce qui m'a impressionné le plus au début, c'est la beauté des photos. Ce site en particulier, au glacier Illecillewaet, représente la meilleure documentation, du point de vue photographique, la meilleure documentation de la retraite des glaciers en Amérique du Nord. Un soir au dîner, j'ai réfléchi au fait qu'il serait intéressant d'y retourner pour reprendre certaines de ces photos-là 100 ans plus tard. L'année dernière, Dan, nous sommes venus ici en groupe. Vous étiez censé être ici. Et sans vous, en suivant vos instructions, nous avons couru partout sur le côté de la montagne en essayant de trouver ce rocher. En revenant, nous avions 3 ou 4 candidats, dont un qui est juste devant nous. Nous sommes restés là un bon moment pour débattre les possibilités. Vous voulez dire celui-ci? Non, je veux dire celui-là, devant nous. Bien, celui-ci est beau et plat et la position est appropriée. Avançons un peu sur la piste pour regarder celui-là. Juste pour être certain d'avoir le bon. Soyons scientifiques. À l'instar de son grand-père, Henry est un scientifique éminent. Bien, celui-ci est certainement un de mes candidats. Oh oui, c'est celui que je choisirais. Allons voir ce que la photo donnera. Eh bien, ça y est. Voici la photo épreuve numéro 2 du Rock W. Bon, ben, je vais prendre une photo, je pense. Si je mets la lentille à 100 mm, nous verrons quelque chose d'un peu différent. Voilà. La glace est montée et a formé une sorte de plateau, juste en bas d'où ça se trouve aujourd'hui. As-tu remarqué qu'il n'y a pas d'arbres ici? Et aujourd'hui, on les voit juste là, sur ce col. C'est incroyable qu'une chose comme un arbre ait colonisé cet endroit en quoi?
103 ans? Il y a eu tellement de changements. C'est incroyable. Il y a une chose qui n'a pas changé en 103 ans. L'appel à l'aventure attire les alpinistes du monde entier, désireux d'essayer les sommets les plus dangereux. Rendu au 20e siècle, on avait taillé 3 chemins de fer jusqu'à l'intérieur des chaînes. On a érigé des hôtels en forme de châteaux et les Rocheuses étaient ouvertes au commerce. Peintres, scientifiques, chasseurs et alpinistes se rivalisaient pour nommer, définir et vaincre les régions sauvages des montagnes. C'était l'âge d'or de l'exploration et de l'aventure. Les photographes et cinéastes comme Byron Harmon ont travaillé le plus fort de tous pour révéler au monde les vues des plus hauts sommets. Personne n'avait vu ces paysages qui invitaient le monde à venir découvrir les Rocheuses. Au début du 20e siècle, on a fait venir des guides alpins européens pour répondre à la soif inaltérable d'aventure. En taillant des marches pour leurs clients européens, sommet après sommet, on a inscrit des centaines d'ascensions. C'était le début du tourisme d'aventure. Mais une montagne ne serait pas facile à vaincre. Le sommet du mont Assiniboine est de plus de 3600 mètres d'élévation et repose sur une base de quelques 80 km². C'est une des grandes montagnes du monde. Au tournant du 20e siècle, on l'appelait le Cervin des Rocheuses. Cette montagne ressemblait énormément à ce symbole des Alpes suisses et avait mérité la réputation d'être impossible à escalader. Beaucoup de choses ont changé au cours des 100 dernières années, mais le mont Assiniboine demeure un défi de taille. J'imagine les alpinistes d'antan partager les sentiments du guide alpin Barry Blanchard et de la grimpeuse Bonnie Hamilton. J'avais appris, comme bien d'autres, que nous sommes au sommet de la chaîne environnementale, que nous contrôlons quasiment tout. Et un des grands avantages de cet environnement, c'est qu'on apprend très vite que nous sommes à plusieurs coches de la vraie puissance, de ce qui se passe autour de nous. Il suffit d'un gros orage sur une montagne pour reconnaître à quel point nous sommes petits dans ce contexte. Et lorsqu'il fait tempête, quand l'atmosphère se déferle sur ces grosses montagnes, on se rend compte du peu d'impact que l'on a. C'est comme une goutte dans une tempête, vous voyez? Alors je crois que ce genre d'expérience est très utile à l'être humain. Tout ce qui nous rend un peu plus humbles et nous mène à admettre que nous faisons partie de quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus grand que nous. Nous sommes une espèce arrogante. Et c'est bon de nous faire secouer de temps en temps. J'y pense chaque fois que je sors, c'est toujours présent à l'esprit, et être une mère est une grande responsabilité. Je le prends très au sérieux, mais je dois faire ma propre affaire, poursuivre l'aventure et la passion de la vie. Ceci, c'est ce que j'adore faire, et ça fait de moi une meilleure mère. Ce qui me rend heureuse, c'est être ici dans les montagnes, le frisson que ça donne, l'aventure, et aller faire toutes ces choses sans savoir qu'est-ce que ça va donner à la fin.
Fidèles à la longue tradition du cinéma dans les Rocheuses, nous attendons patiemment des conditions propices pour photographier une tentative d'escalade du mont Assiniboine. Nous passons notre première journée à vérifier notre équipement et à pratiquer l'escalade en anticipant le défi. Pat Morrow et son adjoint Roger DeBeer sont seconds opérateurs dans ce tournage. Pat est un vrai explorateur moderne. J'admire depuis longtemps ses prises de vue aux sommets les plus hauts du monde. Pour moi, les Rocheuses étaient un excellent lieu de formation pour apprendre comment me tenir en vie, moi et ma caméra, dans un environnement hostile et montagneux. Je mets en pratique ce que j'ai appris dans les Rocheuses quand j'entreprends des expéditions dans les autres grandes chaînes de montagnes du monde. Ce que je cherche, c'est l'expérience personnelle, être là et être témoin de cette beauté-là. Et la photographie et le cinéma sont vraiment une chose secondaire pour moi. Si la photo sort bien et que les gens l'aiment parce qu'elle leur parle, j'en suis bien content. Mais je dis toujours aux gens que ces photos, ces séquences ne peuvent représenter qu'une seule dimension de l'expérience des montagnes. Afin d'avoir l'expérience complète, il faut être là soi-même pour témoigner. Je ne suis donc que le messager. Demain, nous essaierons le mont Assiniboine, où certains des meilleurs grimpeurs ont perdu la vie dans des conditions hivernales comme celle-ci. Nous commencerons bien avant le lever du soleil, mais, même là, nous aurons de la difficulté à atteindre le sommet et revenir avant la brunante. Alors, tout le monde porte un casque, une lampe frontale, je vois des lunettes de soleil, de l'huile solaire, on a des gants de rechange, les baudriers, les outils, une hache à glace, on a de l'eau, de la corde, une armature. Tout le monde a apporté son courage? Excellent. Nous aurons besoin de courage. Nous essayons de monter le chaînon du côté nord d'Assiniboine. L'air glacial oppresse nos narines. La noirceur amplifie le son des vents forts qui poussent plus haut. Tout le monde est silencieux. On réfléchit à la longue escalade à venir. Le soleil levant n'est pas accompagné de chaleur. Et l'aube à couleurs multiples présage un temps instable. J'ai des soucis pour la sécurité de notre équipe. Les tempêtes du Pacifique ont récemment laissé beaucoup de neige fraîche et les vents régnants de l'ouest ont poussé des bancs transversaux sur ce chaînon, créant des plaques à vent qui posent un grand risque d'avalanche. Comme des assiettes glissant d'une table inégale, les plaques à vent seront un danger sur les corniches supérieures de la montagne. Les gens demandent souvent comment c'est sur ces grandes montagnes quand un orage éclate, ou comment c'est de faire les routes plus dures. C'est vraiment comme une vie entière, c'est tellement riche et intense, et on est alerte et vivant et bien présent. Chaque action comporte des conséquences, et j'ai toujours trouvé que lorsqu'on est confronté à un danger, il y a souvent la voix de la peur à l'intérieur, et ça, c'est une chose que l'escalade a fait pour moi, m'apprendre à contrôler la peur.
Avec ce vent, il fera assez froid pour se geler la peau. Alors on doit se surveiller, surtout la figure. Il serait bien facile d'avoir le nez ou la joue blanchie, et ça signifie que le sang quitte la peau, et ensuite la peau commencera à geler. Donc si vous voyez ça sur moi, vous me le dites, et je ferai la même chose pour vous. L'hypothermie est un des plus grands dangers de l'alpinisme d'hiver. L'exposition prolongée aux basses températures et au vent fort réduit graduellement la température du corps, produisant une torpeur à l'esprit et portant atteinte au bon jugement. Dans un tel contexte, il n'y a pas de marge d'erreur. Il est crucial de maintenir un débit lent et constant, de se nourrir et s'hydrater afin de conserver l'énergie nécessaire pour garder sa chaleur. OK, j'espère qu'il me fera monter sur celui-ci. Les premiers alpinistes n'auraient jamais considéré l'escalade du mont Assiniboine dans de telles conditions. Ils étaient bien endurants, mais n'avaient pas l'équipement technique ni l'expérience d'escalade hivernale nécessaire pour survivre ici. La vie comporte des risques. Nous sommes des êtres fragiles et il ne faut pas grand-chose pour nous blesser ou nous tuer. On entre de son propre gré dans ces situations où les risques sont multipliés. Il faut vraiment pas tenir la vie pour acquis. Le risque est là pour nous réveiller, nous faire reconnaître à quel point la vie est merveilleuse. Il faut s'y accrocher du mieux qu'on peut. Nous ne conquérons pas la montagne. Nous survivons plutôt et, par la grâce des dieux, revenons chez nous. Les anciens voyageaient à pied. Il y a 200 ans, les commerçants de fourrure sont arrivés à dos de cheval. En 1901, les premiers alpinistes ont atteint ce sommet. Ensuite, après l'arrivée du chemin de fer et de l'automobile, les pénétrations des régions sauvages ont commencé à se multiplier. Aujourd'hui, les grosses entreprises sont en compétition avec la récréation pour tirer profit de ces montagnes. Et les dieux, toujours patients, continuent de nous sourire. Mais pour combien de temps encore?